Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on va accueillir des invités d'exception, heu, grâce à In Situ Freelance. On va les présenter juste après. Je m'adresse aussi à la rediffusion sur YouTube, mais juste avant, n'hésitez pas aussi à envoyer vos messages sur LinkedIn, de mettre un petit bonjour dans le chat et on va lancer le générique. À tout de suite.
Et générique incroyable. Aujourd'hui, on est avec Cassandra et Frédéric. Bonjour déjà, comment ça va? Ah, Ça va Cassandra. bien, bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que Cassandra, tu peux réactiver ton micro? On ne t'entend pas. Pardon, oui, tout va bien. Ah. Je fais ma boumeuse de temps en temps. Il y a pas de souci. Alors aujourd'hui, on est avec, Frédéric, principalement, le créateur du premier site Pokémon. Il me racontait ça, En juste France. avant, en France. Et pas tout seul. Et pas tout seul. Frédéric, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Fred Dumortier. Moi, je suis donc architecte d'entreprise. J'ai fait pas mal de choses, de la production, de l'architecture, du dev, à peu près tout ce qu'on peut faire dans une DSI. Et depuis quelques années maintenant, je m'intéresse particulièrement à la problématique de l'informatique responsable et durable. Donc, je pense que c'est un peu pour ça que je suis invité aujourd'hui. C'est C'est vrai, ça. c'est le sujet d'aujourd'hui. On pourra retrouver, la rediffusion sur YouTube, sur, la chaîne, sur le LinkedIn d'In-Situ? Cassandra, c'est ça, hein? Et plus tard sur la chaîne, ouais. D'accord, super. Et bah, Cassandra, est-ce que tu peux nous parler un peu d'In-Situ aussi? Oui, bien sûr. Alors, in situ, on accompagne les freelances. On les coach, on leur trouve des missions. On accompagne aussi les clients pour trouver les bons profils. On est présent un peu partout en France, sur Lille, Lyon, Valence, Nantes. Je vous ai mis les équipes pour joindre, hop, dans les commentaires pour trouver la bonne personne au bon endroit. On fait aussi du portage salarial, c'est géré par Alice. Donc, le portage salarial, ça permet de faire un pont entre, le statut de salarié et de freelance ou simplement de prendre son indépendance en tant que salarié. Et Widesk, c'est notre plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos freelances. Incroyable. Il y a Damien dans le chat qui me demande si ça va bien. Ça va super, merci beaucoup. On embrasse Damien, hein, d'ailleurs, qui devait faire ce live à ma place. Qui Mais nous bon. a lâchement abandonnés, disons-le. Damien est responsable de ses actes, mais de toute façon, je suis là pour garder, pour faire pour faire ce live aujourd'hui, pour l'animer. On va pas tarder, on va commencer tout de suite, du coup. Faisons Si ça ça. te dérange pas, Fred? C'est Allez, avec Vas-y. allons-y. Alors, on y va. Alors, d'abord, le numérique, on va en parler rapidement. Sur ses impacts, c'est pas forcément le cœur du sujet. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire, mais c'est quand même bien de se rappeler un petit peu de quoi on parle. Alors, les impacts du numérique aujourd'hui, on va commencer en haut à droite. Le numérique, c'est 12% de l'énergie française. C'est un chiffre de malade. Ça fait 12% de l'énergie française. Vous pouvez imaginer ce que ça fait. Ça fait une bonne douzaine de centrales nucléaires qui tournent rien que pour nos usages numériques. Alors, on a la chance d'être sur une énergie relativement propre, donc ça fait que 2,5% de nos émissions. Mais si on prend à l'échelle mondiale, c'est 6% de l'énergie mondiale, et donc en carbone, beaucoup plus sur les émissions. J'avoue que je n'ai pas mis le chiffre. Un petit chiffre qui est juste incroyable, c'est la consommation du Bitcoin en 2020, il manque un petit zéro, 100 terawatts. 100 terawatts, c'est un cinquième de la production énergétique française. Donc, on est vraiment quelque part aujourd'hui vraiment les leviers sur la transition énergétique dans le numérique, parce qu'en plus, contrairement à d'autres industries qui ont commencé à se dire faut qu'on diminue nos émissions, eh ben nous, c'est open bar. On a tendance à aujourd'hui à être encore dans une situation de croissance telle que ça augmente de façon exponentielle. Si c'était le seul problème, on pourrait peut-être encore s'en sortir, mais le numérique, c'est un autre sujet, c'est que c'est une obsolescence tellement rapide des matériels et les matériels qui sont très sophistiqués. Donc, on a aujourd'hui une consommation, par exemple, sur un smartphone. J'ai pris un exemple un peu générique. À la construction d'un smartphone, on produit là aussi du CO2, 30 à 80 kg. Un iPhone 3, c'était 30. Un iPhone 10, c'est 90. Et on consomme une quantité de ressources invraisemblable, à savoir, là toujours sur un smartphone un peu moyen, hein, c'est toujours comme ça qu'on raisonne, 237 kilos de matériaux finis, ce qui correspond à l'extraction d'à peu près 6 tonnes de matériaux sur un seul smartphone. Et vous avez comme moi une idée du nombre de smartphones qu'il y a dans le monde. Et en plus, dernier point, ces trucs-là, ça se recycle très mal. Aujourd'hui, l'Union européenne est plutôt en pointe sur le recyclage. On estime qu'il y a 35% de tout ce qui est numérique qui est recyclé.
Mais dans le monde, c'est que 20. Et les 80% qui restent, ils finissent dans des décharges, ils finissent parfois dans du recyclage, mais du recyclage sauvage, c'est-à-dire qui est très, très nocif pour l'environnement. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Bon an, mal an, le dernier chiffre qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que quand on est en possession d'un équipement numérique, les dégâts, c'est déjà fait. Parce que sur un smartphone, par exemple, 60 à 80% des dégâts, c'est à la fabrication de l'équipement. C'est moins vrai sur les serveurs. Sur les serveurs, un serveur, ça vit plus longtemps, c'est utilisé de façon plus intensive. On estime qu'à peu près 25% de ces émissions sont faites à la construction. Mais sur nos équipements grand public, alors derrière le numérique, on met tout ce qui aujourd'hui est connecté derrière une prise Internet ou un équipement Wi-Fi. C'est-à-dire que nos télés sont comptées dedans, nos box sont comptées dedans, nos stations de jeux sont comptées dedans. Donc, il n'y a pas. Je peux beaucoup parler du smartphone parce que c'est celui sur lequel il y a eu le plus d'études, mais le but du jeu, c'est pas de s'acharner sur ce pauvre smartphone. Voilà. Alors, le principal problème, certes, il y a un problème énergétique, mais le principal problème du numérique, c'est surtout les métaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est consommateur d'une quantité de métaux assez très considérable et surtout de beaucoup de métaux qui sont des métaux qui sont aussi utiles à d'autres éléments de la transition énergétique ou qui sont en concurrence sur les usages. Voilà, donc aujourd'hui, à peu près 1 tonne de déchets créés chaque année par les usages numériques d'un Français. Tout ça, c'est tiré d'une étude ADEME, ARCEP, qui est une étude assez récente de mars 2023, donc les chiffres sont à peu près à jour pour cette année. Alors, l'ARCEP, c'est... Alors, l'ARCEP, c'était l'organisme qui était à la charge, je ne me souviens plus de l'acronyme, mais en gros, c'est l'organisme de régulation des télécommunications et des postes au départ, mais qui est devenu finalement l'organisme de régulation du numérique. L'ADEME étant, elle, l'agence de l'État, qui est plutôt celle qui va être la spécialiste transition de la écologique. transformation et de la transition. Ouais, ouais, ok. Il y a Damien dans le chat qui pose la question si c'est le CO2 ou les matériaux qui est le plus grave. Et est-ce C'est que une ça bonne se question. compare? C'est une bonne question. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a une crise CO2 qui est là. Donc forcément, le CO2, c'est une crise plus immédiate. Mais pour tous ceux qui ont un peu lu le rapport Midos il y a 50 ans, tous les matériaux ont une limite en termes de capacité à les récupérer dans la Terre. Donc aujourd'hui, le vrai risque sur les matériaux, c'est pas un risque immédiat, c'est le risque d'avoir des grosses dizaines de matériaux à un moment où on en a besoin dans 30 ou 40 ans. Moi, mon opinion personnelle, c'est que le risque matériaux est plus important. Néanmoins, si on est passé à 5 degrés, ça ne sert à rien de se le dire, quoi. On aura d'autres problèmes. Donc voilà, il n'y a pas de quantification. Voilà, c'est important quand même de savoir que c'est pas que du CO2 parce que, comme on le verra, les actions qu'on peut faire, elles ont un impact peut-être plus grand sur la quantité de métaux que même sur les émissions de CO2. Le point important, c'est de se dire que, comme je le disais, on est en croissance et que, alors ça, je suis désolé, c'est petit, mais à horizon 2050, on estime que tout ça, ça aura doublé. C'est-à-dire que doubler, voire tripler. Je pense que les ressources, on estime que ça va à peu près tripler si on continue sur le rythme actuel. Et sur l'énergie, ça va doubler. Voilà, donc ça donne aussi une idée, c'est que sur les ressources, la situation est de pire en pire et ne va pas en s'améliorant, bien que nos équipements soient toujours plus petits. On le verra sur quelques exemples. C'est pas parce que c'est plus petit que c'est moins polluant ou que ça consomme moins de ressources, paradoxalement. Parce que toutes ces ressources sont des ressources de plus en plus concentrées, de plus en plus pures et de plus en plus difficiles à récupérer. Voilà, Et le du but du jeu, coup, c'était. la rareté fait aussi que la rareté de matériaux, pardon, de t'interrompre, mais fait aussi que, on va utiliser beaucoup plus de moyens pour les récupérer, non? Alors ça, c'est un thème global de l'industrie minière, c'est qu'aujourd'hui, ça réclame de plus en plus d'énergie de consommer, Oui. d'extraire la même quantité. C'est vrai par exemple sur le pétrole. Avant, il fallait 1 litre de pétrole pour en sortir 20 de la Terre. Aujourd'hui, c'est 1 pour 6. Quand ça sera 1 pour 1, ça ne servira plus à grand-chose en fait. Mais effectivement, c'est un vrai sujet également. Donc en tout cas, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer comme ça sur la tendance 2050 qu'on voit ici. Parce que ça, c'est une tendance française et les quantités sont déjà invraisemblables, même si elles ne sont pas très lisibles sur l'écran. Mais à l'échelle mondiale, disons-nous bien que c'est encore pire. Nous encore, on a la maîtrise de notre problème énergétique, à savoir notre CO2 à la consommation produit peu. Enfin, on produit peu de CO2 à la consommation. Par contre, à l'échelle mondiale, c'est loin d'être vrai. Et il faut avoir en tête aussi que tous ces usages vont rentrer en concurrence de plus en plus
au fur et à mesure que les autres industries sortiront des industries fossiles. Nous, on a cette chance de consommer que l'électricité. Mais demain, d'autres qui consomment des énergies qui ne sont pas électriques vont venir consommer l'énergie électrique. Donc, on va avoir dans une concurrence beaucoup plus forte d'usage vis-à-vis des usages du numérique. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur les impacts, sauf si je vois des questions. Oui, alors Damien, ouais, les mines de cobalt, éthiquement, c'est souvent insoutenable. C'est toutes les mines qui sont insoutenables. Hein. Enfin, il y a pas, je veux dire par là qu'il y a du cobalt, mais il y a 40 ou 50 minéraux dans un portable. Hein. C'est vraiment un concentré de technologie. Et sur toutes ces mines, on est dans la même situation. Et il y a d'autres mines qui sont insoutenables, qu'on ne voit pas, et qui sont pourtant très grandes. Alors, j'ai plus le nom, c'est un nom assez difficile à prononcer et donc à se souvenir, mais il y a des mines invisibles, c'est les mines de déchets, qui sont encore pires. Voilà, Ah oui. quand les déchets ont été envoyés par bateau dans des pays, je dirais, moins avancés que les nôtres, derrière, les conditions de vie des gens qui essayent de survivre sur ces mines, elles sont encore plus exécrables que les gens qui sont dans les mines réelles. Oui, un vrai cimetière numérique ou même Ah plus que oui, oui. numérique, plus textile, Ouais. etc. Ouais. On réutilise même des anciennes mines de matériaux dans certains pays d'Afrique pour y entasser des matériaux. C'est peut-être Ouais. une boucle infinie là. Voilà. Il y a Nicolas aussi qui dit que Apple communique sur une grande partie de matériaux recyclés dans ses nouveaux produits. Il imagine que le recyclage et le réemploi sont aussi gourmands et polluants. Alors, en fait, déjà, ça existe peu. C'est-à-dire que le réemploi, aujourd'hui, comme je le disais, alors, le réemploi, si on prend la seconde main, ça va commencer à se développer, mais c'est 20% à peu près en moyenne dans le monde. Donc, aujourd'hui, on est très, très loin. Après, il y a des matériaux qui se recyclent très bien. Là où des boîtes comme Apple ont été assez malines, et voilà, je le dis sans aucune ironie, c'est par exemple en ayant une coque en aluminium, évidemment, la coque va être recyclée parce que l'aluminium, on sait le recycler. C'est déjà le cas pour 50 à 80% de l'aluminium dans le monde. C'est un des matériaux les plus recyclés. Hein. Pas dire qu'on pourrait presque tourner en circuit fermé, mais on n'en est pas loin. Donc, évidemment, ça veut dire qu'en poids, il y a énormément de choses qui sont recyclées. Mais pour autant, tous les matériaux nobles, tous ces métaux rares dont on parle, toutes ces terres rares, elles ne sont pas recyclées. Donc, dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose au problème minier de recycler Ouais. même 70% de l'équipement en tant que tel si on ne recycle pas ces composants électroniques. Donc oui, il y a des efforts qui sont faits et ce n'est pas du greenwashing. Hein, pour le coup, c'est mieux que de ne pas le faire. Mais pour autant, ce n'est pas une solution à ce problème-là. Mais c'est pas une solution durable, quoi. Voilà, c'est ça. Ça ne va pas empêcher que globalement, demain, on peut avoir des disettes sur les matériaux critiques. Ok. Alors maintenant, sur quoi on peut agir? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on est bien. Il y a 3 concepts que je voulais explorer. Le premier, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est un truc qu'on connaît dans tous les domaines, c'est de se dire ça coûte moins cher ou c'est plus facile d'accès, ça peut être l'un ou l'autre, donc j'en veux plus, je vais l'utiliser plus. Petit exemple de dialogue entre le gardien de la production qui doit renouveler ses serveurs et puis ses clients. Hein. Un SSD, ça consomme rien et c'est hyper rapide. C'est vrai, c'est une solution qui a paru magique quand elle est arrivée, le SSD. Ça consomme pas grand-chose, ça prend moins de place, ça va super vite. Réaction de l'utilisateur, génial, on va pouvoir tout garder. Et en plus, on n'aura plus besoin d'architecture entière, on va pouvoir tout garder en ligne. Trop bien. Une vraie Sauf que quand on révolution. creuse, ouais, une vraie révolution, on en a tous profité. Moi, le premier, hein, j'ai installé Évidemment. des téras de SSD dans des salles serveurs. On m'a même offert un disque dur magnétique avec une gravure RIP dessus. C'était très drôle pour fêter ça. Et après, on regarde le bilan. Et en fait, un disque dur d'1 téra, sur sa durée de vie de 10 ans, donc un disque dur serveur, hein, un beau gros disque SAS, c'est 199 kg de CO2. 40 kg à la fabrication, 150 à l'usage, j'arrondis. Un disque SSD, à l'usage, c'est que 40 kg. Donc effectivement, on pourrait se dire génial, sauf que c'est 320 à la fabrication. Donc en fait, en remplaçant dans nos salles serveurs des disques HDD par des SSD, eh ben, on a vraiment augmenté finalement la densité carbone de nos informations. Mais Ouais, comme là, les ça calculs sont paraissait pas plus bons. simple, eh ben, on a encore plus multiplié. L'effet rebond a fait qu'en plus, on en a eu à utiliser d'autant encore plus et que du coup, ça a encore été pire. Cet exemple-là, je le trouve vraiment très représentatif aussi parce qu'il est pas intuitif. Hein, c'est plus petit, ça paraît effectivement, mais c'est vrai aussi sur le réseau, sur le CPU. La règle de base, c'est que toute augmentation de capacité augmente plus l'usage qu'elle ne réduit l'intensité, que ce soit en énergie, en carbone ou même en matériaux équivalents.
Voilà. Ouais, pour Donc revenir c'est sur un premier. les smartphones, c'est exactement pareil, si tous Et les ouais. ans on change de smartphone, Ouais, exactement, exactement. Alors là, tu es sur mon troisième effet et on va y arriver. Alors deuxième point. Non, mais c'est vrai, enfin, l'obsolescence, pardon. c'est notre problème principal. Non, mais tu as C'est raison, vrai, oui, tu oui, oui. alors maintenant, deuxième effet qui est important d'avoir parce que, en fait, dans le numérique, j'ai beau dire on utilise 12%, et cetera, c'est un peu bizarre de dire à la fois ça et à la fois qu'un smartphone, finalement, il a produit 80% de ses émissions à la création. Donc on se dit, bah, il n'y a rien à faire sur l'usage, en fait, ça sert à rien. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on a toujours tendance à oublier que même dans un pays comme le nôtre qui a une électricité plutôt vertueuse, finalement, tout kilowatt qu'on utilise, c'est le dernier qu'on a produit. Et le dernier qu'on a produit, c'est souvent celui qui est le moins efficace en carbone. Ça, j'ai pris un petit écran de Electricity Map, hein, qui est une carte en direct de la consommation électrique et des échanges entre les pays et de la consommation, enfin, de la production de CO2 sur l'énergie. On voit que dimanche dernier, par exemple, l'énergie française, elle produisait 28 grammes de CO2 par kilowattheure. Nos centrales nucléaires tournaient plutôt pas mal, il y avait du soleil, il y avait un peu de vent, tout allait bien. Mais on voit quand même en bas là que il y avait un petit peu de gaz et de fioul. Et alors Electricity Map permet d'avoir une autre vision qui est la vision en émission. Donc rendez-vous compte que le petit truc rouge que vous voyez là, à gauche, et ben finalement, ça fait la grande barre rouge à droite. C'est-à-dire que ce dernier kilowatt qu'on a produit et qu'on a produit avec du gaz, eh ben, il a finalement pollué énormément plus que tout le reste de la consommation, que ce soit les 10% à peu près d'énergie solaire ou les 60% d'énergie nucléaire. Donc, il n'y a pas de petits efforts en ce sens où, surtout quand on est sur des consommations qui sont comme nous, des consommations qui sont extrêmement pilotables, j'ai le choix de choisir le moment où je lance mon batch. J'ai le choix de choisir le moment où j'entraîne une IA. On peut faire quelque chose de très important rien qu'en choisissant, par exemple, le moment où on va lancer nos charges. Oui, il y a une grande question de Xavier dans le chat, je ne sais pas si vous Oui, voulez oui, oui. répondre? Alors, oui et non, parce qu'il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain. C'est-à-dire que globalement, on les a dépensés, ce CO2. Donc après, on peut dire que ça va aller plus vite de faire un traitement, mais bon, on le sait tous, ça va se mesurer en millisecondes. On n'a pas eu une augmentation des temps de réponse du web ou des choses comme ça qui a été dramatique. Mais surtout, on a de toute façon produit 4 fois plus de CO2 pour finalement le même résultat. Donc, j'avoue que je comprends pas très bien la question en fait. Je sais pas en quoi le fait d'utiliser sur un téra de données un gain de CO2, un disque SSD pourrait avoir comme impact de gagner du CO2 quelque part. À préciser. On attend la suite Ouais. de la question de Alors, Xavier. ouais. Le troisième effet important, tu l'as cité, c'est l'obsolescence. Alors La l'obsolescence, on en fameuse. parle souvent, et en fait l'obsolescence, on en parle souvent comme étant un problème des constructeurs. C'est eux les méchants qui font l'obsolescence. C'est vrai, bien sûr, partiellement, mais dans l'IT, il y a d'autres comportements, et en particulier vis-à-vis des utilisateurs, qui sont au moins aussi importants. L'ADEME avait fait une étude il y a quelques années, je pense que ça date de 2018, cette étude, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, qui était quand est-ce que les gens changent de téléphone portable. Mais en fait, les téléphone portable changent de téléphone portable, non pas parce qu'il est obsolète techniquement la plupart du temps. C'est 2 ans l'espérance de vie d'un portable en France. On change en moyenne tous les 2 ans. Mais quand on demande aux gens pourquoi ils changeaient, c'est rarement parce qu'ils marchaient plus. 88% des gens, ils changent leur portable alors qu'ils marchent encore. C'est Mais pour il la y a une meilleure qualité photo. perception. Ouais, voilà, il y a une perception d'obsolescence. C'est-à-dire que l'obsolescence, elle n'est pas programmée, elle est psychologique. C'est exactement ça. Oui. C'est de se dire, est-ce que je ne vais pas avoir quelque chose de mieux en changeant? Alors ça, c'est un comportement contre lequel il est difficile de lutter, d'autant plus que la plupart des objets numériques aujourd'hui ont réussi à s'entourer d'une image de luxe. Mais il faut avoir ça en tête. L'obsolescence, ça n'est pas que de l'obsolescence programmée. Nos comportements individuels sont fortement liés à ça. Et pour le coup, on est en train de parler du personnel de l'IT, enfin vraiment des gens qui fabriquent l'IT. On y est soumis aussi. Hein. Combien de fois, nous-mêmes, on se dit mon Dieu, j'ai un Mac qui a 2 ans, ça irait plus vite si j'en avais un neuf.
Est-ce que c'est réel ou pas? Quelle est la part de psychologie et d'obsolescence qu'on a dans la tête versus l'obsolescence réelle? Je vous laisse vos propres Ça fait écho conclusions. à la loi de Moore, hein, qui dit que Ouais, c'est bah, ça. tous les ans, on évolue en termes d'avancées technologiques. Du coup, on va forcément vouloir la nouveauté. C'est un biais. Ouais, c'est clair. On parle de smartphones, on parle aussi des cartes graphiques, qui sont, énormément utilisées et Exactement, achetées, et même exactement. la PlayStation 5 était, en rupture de stock très rapidement à sa sortie. Enfin, c'est vrai que Voilà. c'est dans notre Alors, quotidien à nous. voilà, donc l'obsolescence, attention à l'effet psychologique et attention à nous à ne pas provoquer cette obsolescence psychologique. On y reviendra, on y reviendra. Je vois une question de Damien à laquelle j'ai envie de répondre, qui est du coup, c'est quoi la règle de pouce pour le moment où lancer les patchs? Eh ben, en fait, il y a mieux que ça. C'est pas des règles de pouce. On va arriver sur les outillages et en fait, tu vas voir qu'il y a vraiment des moyens beaucoup plus intelligents que la règle du pouce. C'est qu'on peut carrément appeler l'API, par exemple, voilà, il y a des kits qui existent, hein. L'Open Software Foundation, par exemple, a fait ça. Pardon, la Green Software Foundation a fait ça, une API qui te permet de te dire, ben aujourd'hui, là, à l'instant T, mon énergie, où est-ce qu'elle est la moins carbonée et combien elle est carbonée dans n'importe quel pays du monde. Donc, si tu veux savoir s'il vaut mieux lancer ton batch à Dublin ou à Hambourg ou à Paris, bah, tu appelles cette API et ça te dira bah, ton bilan carbone sera meilleur si tu lances ton batch dans tel ou tel data center. Ça peut être aussi des choses qu'on pourrait faire au quotidien. On a tous eu ce problème de devoir se dire, mon Dieu, je dois faire des essais de bascule de data center à un autre ou de région à une autre si on est dans le cloud, pour se dire, ça va me permettre à moi de vérifier que ma résilience marche bien. Bah, pourquoi on ne ferait pas ça en fonction du soleil, tout simplement, en se disant, voilà, je vais à l'endroit où l'énergie est la moins carbonée, à l'instant où j'ai envie de lancer un batch, où je choisis dans mes 2, 3 régions Azure celle qui produit l'énergie la moins carbonée au moment où je dois peut-être faire une maintenance. On pourrait le faire, Incroyable ça. il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est qu'un appel API et puis derrière de l'IAC. Et c'est simple, c'est encore une fois, c'est qu'une API et la mise en place des mécanismes de résilience qu'on connaît déjà. C'est juste changer un mindset en se disant, mais j'y pense en fait. Je pense à l'impact physique de ce que j'ai entre les mains quand je fais mon métier d'informaticien. Ouais, le premier pas, important. Voilà. Alors, juste un petit focus, mais je pense qu'on doit aller des choses je vais essayer d'aller vite pour aller sur des choses un peu plus précises. Tout ça, c'est en cours, c'est ce qu'il faut retenir, c'est en cours de réglementation. C'est-à-dire que la première loi française sur la réduction de l'empreinte du numérique, qui s'appelle la loi Rennes, est sortie en 15? 2021 de Ah non, mémoire. OK. Non, Rien à 2015, voir. c'est une loi précédente, c'est la loi sur la croissance verte. En 2021, et elle donne vraiment un certain nombre d'orientations qui sont intéressantes. Donc ça régule. Alors réguler, ça veut dire donner des prescriptions, hein, globalement. C'est pas une loi non plus qui est allée pour l'instant trop loin sur le côté obligation. Donc faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique, donc des obligations d'information, des lois qui permettent de limiter, enfin des prescriptions qui permettent de limiter le renouvellement des terminaux. Par exemple, une question qui s'était posée et qui s'est posée aussi aux États-Unis, même si dans les deux cas, on a répondu non, c'est trop compliqué, c'est de se dire pourquoi on ne ferait pas des maintenances correctives et des maintenances évolutives différenciées. Aujourd'hui, si on prend les smartphones, par exemple, je vais revenir là-dessus parce que c'est l'objet qu'on pratique tous, bah, c'est vrai que si tu veux la correction d'un bug, tu vas devoir prendre la dernière version d'Android. Il n'y aura pas correction des anomalies sur la version précédente, pas plus de 2 ans en tout cas. Donc ça va t'obliger à aller, alors que tu n'as pas forcément besoin des évolutions fonctionnelles de l'OS, voire que tu as envie de rester sur l'OS pour lequel ton équipement a été conçu, tu ne pourras pas parce que pour les maintenances correctives, tu vas devoir changer l'OS. Les régulateurs se sont posé la question de se dire est-ce qu'on n'obligerait pas à séparer les maintenances correctives des maintenances évolutives, à faire un opt-in sur les maintenances évolutives. Ils ont décidé finalement que c'était peut-être ou un peu tôt ou un peu trop compliqué, ou alors les lobbies leur ont très bien expliqué, mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour un jour. Faire émerger et développer les usages du numérique écologiquement vertueux, ça, on va y revenir dans les solutions, parce que ça a surtout mis en œuvre le fait de se dire, il faut apprendre à éco-concevoir les services numériques, et ça, c'est quelque chose que je vais développer après.
Enfin, il y a des règles sur les centres de données. Globalement, limiter l'accès à des réductions fiscales, à des prix de l'énergie bonifiés, uniquement dans les conditions où le data center lui-même est vertueux, c'est-à-dire qu'en gros, il ne consomme pas beaucoup plus d'énergie que ce que les machines consomment, c'est-à-dire que son refroidissement est bon, etc. Et enfin, et ça c'est plus intéressant, une obligation pour les grandes communes, donc les villes et les ECPI, et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, avoir une stratégie de réduction de leur empreinte numérique. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est souvent comme ça que le régulateur, il teste ses dispositifs. D'abord, il se l'applique un peu à lui-même, et puis après, il le généralise. Donc, ça pourrait être un prémisse d'obligations un peu plus larges qui pourrait arriver sur le fait d'avoir une stratégie de réduction des empreintes numériques qui intègre le RSE des entreprises. Et là, on deviendra vite tous très concernés. Voilà. Les États-Unis aussi ont réfléchi à ces sujets. Moi, j'ai beaucoup aimé une loi qui est mornée, c'est-à-dire qu'elle a été proposée, mais là, tout le monde a dit non, non, mais on va oublier. C'était le Social Media Addiction Reduction Act. Donc, c'est quelqu'un qui a proposé au Congrès américain, enfin, à la Chambre des représentants, une loi pour aller dire, eh ben, on va interdire certains comportements addictifs dans les médias sociaux, qui sont aussi finalement des comportements qui ont un impact environnemental très fort. Je pense par exemple au scrolling, le scrolling infini. Ah oui. Donc, voilà, on a failli aux États-Unis réguler le fait que c'était interdit de faire du scrolling infini. L'obligation d'avoir une pause toutes les 30 minutes d'usage, machin, ou quelque part, un warning t'apparaîtrait à l'écran en disant ça fait 30 minutes, tu es sûr que tu veux continuer. Alors évidemment, la Silicon Valley a été vent debout contre cette loi et elle a fini enterrée au fin fond d'un tiroir. Mais voilà, ça prouve qu'il y a des gens qui y pensent. Je te lis un peu les commentaires. Ouais, il y a Xavier qui a complété sa question, en gros, qui disait qu'entre le clavier et le SSD, il y a tout un tas de matériaux. Oui, alors voilà, Et est-ce qu'il y ouais. a du gain parce que c'est plus rapide, est-ce qu'il y a du gain en Bah, faisant, encore une en faisant fois, plus je vite? ne jugerai pas sur le côté est-ce que je passe moins de temps de mon écran parce que est-ce que j'attends moins l'information parce que j'ai un disque SSD, en ce sens où on est sur des temps qui passent de 10 millisecondes à 1 milliseconde. Enfin, c'est pas visible au niveau de l'interaction utilisateur. C'est vrai peut-être pour certains batchs, mais encore une fois, l'effet rebond de toute façon à compenser ça, hein. C'est pour ça que je parlais des trois en même Oui. temps. Et du coup, on fait des batchs avec plus de données. Enfin, on n'a pas, voilà, j'ai jamais vu une technologie qui permettait de réduire une nuit batch. Je prends un exemple peut-être un peu à l'ancienne, mais de me dire tout d'un coup, je suis passé de 12 heures à 6 heures sur ma nuit batch, ça arrive très rarement. On a en général un effet de retour qui fait que très très vite, on revient sur l'usage complet du temps dont on dispose. Ouais, c'est pas assez quantifiable pour justifier Ouais, voilà, le passage de HSD, au SSD. Ok. c'est ça. Ah, attends, j'ai perdu ma souris. Au secours, voilà. Voilà. Alors, voilà, pour rester là-dessus, donc le cadre réglementaire, on est probablement qu'au début. On est sur une technologie qui consomme énormément d'énergie, qui va rentrer en collision avec des technologies qui seront nécessaires à la transition au niveau des matériaux. Donc, il est quand même assez probable qu'on aille vers une régulation de plus en plus importante de nos obligations d'efficacité. On va simplement se le dire comme ça, on ne va pas nous empêcher de faire notre métier, mais peut-être que l'opulence dans laquelle on a vécu ces dernières années et surtout le rythme des évolutions technologiques qui a vraiment permis de décupler les usages, on va arriver à la fin d'un cycle et là, on va commencer à être questionné sur ouais, mais globalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi, ce que vous faites? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se prépare tous à ça. C'est un peu le message principal que je pourrais vous passer. Je vois une question sur les constructeurs. Alors, les constructeurs, de plus en plus, ils produisent ces bilans. Donc, très clairement, si vous allez chez Dell, par exemple, si vous allez chez Apple, si vous allez chez Samsung, vous allez commencer à trouver les bilans. Ils ont forcément aussi une politique commerciale et marketing qui les oblige, je dirais, à faire du greenwashing plus ou moins honnête, c'est-à-dire à parler de leurs enjeux écologiques. Donc oui, on commence à avoir des changements. Moi, je trouve que voilà, Dell, HP, ils ont des productions de bilan qui sont très très claires. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair sur les fabricants d'équipements terminaux,
Parce que malgré tout, ils sont toujours dans ce rythme d'évolution. C'est-à-dire qu'ils ont des ambitions de renouvellement des gammes qui restent de plus en plus, enfin, qui restent sur le rythme de rapidité qu'on connaît. Et du coup, oui, ils nous incitent à racheter de nouveaux équipements en nous disant qu'ils sont plus vertueux. Mais on aura quand même acheté un nouvel équipement. Et c'est à la production de l'équipement qu'on aura fait nos dépenses en énergie et en matière. Donc là-dessus, il y a quand même un questionnement à se poser. On pourrait vraiment se dire que ça ira mieux quand on aura beaucoup moins d'obstacles à la réparation, beaucoup moins d'obstacles à l'obsolescence. Et là, malgré tout, sans régulation, ça passe pas. Il n'y a qu'à regarder le temps qu'a mis Apple à accepter d'avoir un connecteur standard sur ces équipements. Voilà, on sent bien qu'au niveau marketing, ça télescope leur politique et que ça pose des vrais sujets. Il y a Nicolas qui demande, j'y ai pensé aussi, hein, qu'est-ce que tu en penses du Moi, Fairphone? celui-là. Ben voilà, on a la réponse. Alors, faut être clair, hein, c'est un choix, c'est une brique, c'est peut-être une qualité de photo qui est inférieure, mais en même temps, les photos, je les regarde sur l'écran du téléphone, j'en fais pas des posters. Donc voilà, c'est toujours cette question du just enough. Mais pour le coup, quiconque a démonté un Fairphone ne peut que tomber amoureux de cette machine. Ce serait très chouette. À l'intérieur, c'est juste beau, quoi. Alors maintenant, du coup, nous, on peut faire quoi quand même? On va quand même y rentrer. Le temps passe. Donc, juste une petite définition du numérique responsable. Donc, on a beaucoup parlé de, attention, les consommations carbone, etc., etc. Mais finalement, il y a d'autres aspects, hein. Je pense que celui sur lequel on n'insiste pas assez, c'est l'aspect inclusion. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un de nos principaux problèmes, c'était l'obsolescence. L'obsolescence, ça n'est pas que de la consommation de ressources. L'obsolescence, c'est aussi de l'exclusion. C'est-à-dire que ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des téléphones qui ont moins de 2 ans, peut se rappeler un peu du prix d'un téléphone, hein, et ben finalement, ils sont un peu exclus. Les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des connexions très haut débit, ils sont exclus. Donc, la première chose dans le numérique responsable, c'est d'être dans l'inclusion. Je ne parle pas des situations de handicap, etc. Ça en fait partie aussi, mais pour le coup, ça c'est plutôt réglementé. Et en toute honnêteté, c'est un sujet que je maîtrise moins. Mais là-dessus, on a fait, je pense, une partie du travail, même s'il reste énormément à faire. Mais l'inclusion sociale et territoriale, c'est quelque chose qu'on oublie en permanence et qui pourtant va de pair avec tous nos objectifs. Par exemple, ça veut dire que si je fais attention à ce que ma solution soit utilisable sur un débit moindre, que ma solution soit utilisable sur un téléphone moins haut de gamme ou plus ancien, bah finalement, là, j'aurais vraiment fait un travail extrêmement important vis-à-vis de la diminution de l'obsolescence, de la diminution des rythmes de remplacement des équipements. Et donc là, j'aurais fait un grand pas pour la planète. La deuxième chose, c'est la frugalité. C'est ne faire que ce qu'on doit faire parce que ça sert à quelque chose. Se poser à chaque fois la question, voilà, c'est quand je fais un tourniquet d'image sur une homepage, ça sert à quoi? C'est quoi le message additionnel que je passe? Est-ce que vraiment il a un sens? Peut-être que dans certains cas, c'est vrai, mais je ne le fais pas juste pour faire joli. Fameux réflexe du développeur, j'ai très envie de tester ce nouveau framework. Là, je te vois hocher la tête, Nick, on a tous passé par là. Bah ouais, Ah c'est oui. tellement bien. Ouais, mais j'enlève quoi? Si je fais ça, j'enlève quoi? Parce que sinon, c'est simple, hein, on peut faire un petit calcul rapide. Si je rajoute un framework de, allez, c'est quoi un framework sur mobile 10 mégas? Un framework de 10 mégas sur mon application. J'ai 100 000 utilisateurs. 10 mégas fois 100 000 utilisateurs. J'espère ne pas faire d'erreur de zéro parce que je fais tout ça de tête, mais on ne doit pas être loin de 1 Tera, non? Je pense. Ouais, un peu moins, ouais. Si jamais c'était 1 Tera, et ben finalement, ça veut dire que tu as balancé 1 Tera sur des portables. Un portable, c'est 256 gigas. Quand tu balances 1 Tera, tu as foutu à la poubelle un certain nombre de portables, en fait. Parce que les gens, il y en a un certain nombre de tes utilisateurs qui vont se retrouver en limite de capacité et qui finalement vont se dire: oh, mon téléphone, il marche plus bien, il est l'heure que j'en change. C'est des gestes bêtes, hein, mais voilà, Ouais. encore une fois, hein, toujours penser qu'une grande majorité des usages, c'est sur les postes utilisateurs et c'est à la construction. Donc tout ce qu'on fait qui va faire qu'on garde plus longtemps nos téléphones, aujourd'hui, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Voilà. Après, il y a aussi tous les vanity projects, hein. J'ai vraiment besoin de passer par une blockchain pour un truc où je suis la seule application qui utilise cette base de données. Non, jamais. L'IA, j'en fais quoi? C'est bien, tout le monde va vouloir faire de l'IA l'année prochaine, mais si c'est juste pour faire la même chose que ce qu'on faisait avant, on aura juste là aussi un peu multiplié l'usage de carbone sans vraiment avoir apporté une valeur réelle à l'utilisateur.
Je vois une question de Marianne qui est: peut-on se fier au label? Il y a très peu de labels dans le Green IT. Il y en a qui sont en cours de définition. La chance, c'est qu'ils sont en cours de définition par des gens qui sont aujourd'hui des gens qui sont plutôt vraiment motivés par le sujet. Donc oui, on peut faire confiance au label. Enfin, c'est mon avis personnel. Il y En tout a cas, un ça indice veut de dire que les gens. Alors, l'indice de l'indice de réparabilité, ça, c'est une réparabilité. obligation légale, donc c'est Oui, encadré. voilà, c'est Et ça. ouais, ça, c'est vraiment quelque chose auquel on peut faire confiance. Mais quelqu'un que, voilà, je sais pas, si je prends l'association Green IT ou des choses comme ça, c'est des gens qui font un travail hyper sérieux. Donc, oui, si quelqu'un a un label aujourd'hui, il l'aura voulu et c'est pas une obligation. Donc, on peut estimer que déjà, il aura réfléchi. Et déjà, s'il commence à réfléchir, il aura vraiment fait des choses concrètes. Virer les animations, oui, je vois, effectivement. Alors toutes, peut-être pas, si elles apportent une valeur intrinsèque. Très clairement, est-ce qu'on doit mettre des vidéos sur une home page? Si c'est pour faire un tutoriel, ça peut avoir une vraie valeur. Mais peut-être qu'on peut aussi ne lancer la vidéo que au besoin et avoir juste une page en dessous, que les gens puissent avoir le choix de faire quelque chose qui soit plus responsable. Un dernier point sur la résilience, parce que c'est la grosse arnaque du siècle quand même. On va commencer par la fin. Nous, on définit la résilience des systèmes d'information comme la capacité d'un système ou d'un réseau informatique à continuer de fonctionner de manière normale en cas d'incident. C'est une source PwC, hein, c'est sur leur page de conseil, sur leur site web, donc des gens très sérieux, à fonctionner de manière normale. Mais la résilience, c'est pas ça en fait. La résilience en psychologie, c'est l'aptitude d'un individu à se construire de manière satisfaisante. En écologie, c'est la capacité d'un écosystème à se rétablir. On n'a pas cette notion de normalité. Nous, on a confondu résilience et redondance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut que tout fonctionne normalement tout le temps. Ça coûte extrêmement cher en carbone et en matériaux. Peut-être qu'une vraie réflexion sur c'est peut-être pas si grave si, je sais pas, mon simulateur de retraite ne fonctionne pas pendant tout un week-end. Peut-être que c'est supportable, hein, et peut-être que c'est pas ça la résilience. Peut-être que la résilience, c'est de s'assurer que les services essentiels fonctionnent. À terme, je pense que c'est un des domaines qui sera les plus régulés. C'est-à-dire que autant on aura des exigences de plus en plus importantes sur les fonctions critiques de l'IT, autant 95% de l'IT aujourd'hui, c'est pas des fonctions critiques. On peut vivre, même si ça sera difficile pour certains, une journée sans Facebook. Et pourtant, j'imagine que l'infrastructure de résilience de Facebook, elle est de malade. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que vraiment ça a un sens? Et est-ce que vraiment le jour où l'énergie est chère ou le jour où il y a une pénurie sur les composants électroniques, comme on l'a vu, tu le disais, sur les cartes graphiques, peut-être qu'à ce moment-là, ce sera plus possible d'avoir des résiliences de cette nature-là. Il ne faut pas confondre la résilience qui est la capacité à continuer à survivre quelque part et la redondance qu'on a tartinée partout. Un exemple concret, moi j'ai des amis qui ont vécu les incendies de forêt et, c'est pas les mêmes heureusement, et les inondations qu'il y a eu il y a 2 ans, finalement, ils se sont retrouvés quand même, on peut avoir mis tous les résiliences qu'on voulait sur tous les systèmes informatiques qu'on voulait. Il a suffi que 3-4 tours de télécom soient par terre pour qu'ils aient plus aucun contact avec le reste du monde. Il aurait peut-être mieux valu moins de redondance dans les systèmes, mais plus de capacité à avoir des systèmes secondaires et dégradés qui permettent de résister à la crise. Et c'est le cas dans toutes les crises majeures, hein. C'est le cas quand il y a des inondations graves, etc. Donc, attention à pas toujours vouloir tout le temps. C'est plus en termes de régulation que je le cite celui-là, c'est-à-dire que nous, évidemment, en tant que professionnels, on a l'obligation de rendre les meilleurs services. Mais peut-être qu'un jour, on viendra nous dire ouais, mais bon, peut-être que là, tu vas trop loin. Peut-être que là, il y a des ressources qui doivent être mieux utilisées ailleurs. Voilà. Alors maintenant, du coup, maintenant, je fais quoi? Voilà, je pense que j'ai donné un bon panorama, mais je pense que l'heure est venue de rentrer un peu sur des exemples, hein. La première clé, c'est lutter contre l'obsolescence. Et ça, c'est le travail de tous. C'est-à-dire que globalement, qu'on soit graphiste, qu'on soit responsable de lui, donc, et qu'on travaille le DOM, qu'on soit dans un data center, voilà, à tout niveau, qu'on soit PO sur les fonctions qu'on offre et sur les fonctions évoluées qu'on décide d'offrir, ou le choix qu'on décide à l'utilisateur d'accepter ou pas une fonction qui réclame peut-être des machines très très puissantes, enfin même des smartphones. On a tous un rôle à jouer dans la lutte contre l'obsolescence. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'axe le plus facile à tacler. Voilà. Le deuxième point, c'est enfin les points d'après plutôt,
c'est en fait faire bien son travail simplement, c'est-à-dire intégrer intégrer le fait de se dire que si on fait bien son travail, on fait vertueux. On aime tous les trucs qui vont vite. Mais aujourd'hui, la façon qu'on a de faire des trucs qui vont vite, c'est d'avoir des machines plus puissantes. Bah, peut-être que simplement, voilà, j'ai vu passer récemment simplement un test fait par un dev qui me disait bah, mon Mac sous Linux, il compile 4 fois plus vite que mon Mac sous macOS. J'ai pas eu besoin de changer de Mac. Voilà. Y a des gestes comme ça qui sont des gestes qui sont. Je dis pas qu'il faut tous faire ça, hein, mais par exemple dans les data centers, si on commençait par se donner des mesures de vitesse et des mesures d'évolution, enfin voilà, de performance et de faire des tests associés, peut-être que simplement on pourrait effectivement commencer un travail qui est un travail de pas utiliser les frameworks, de limiter nos traces, etc., etc. Et c'est des choses qui sont vraiment très efficaces. On limite les coûts de conception et dans toute la durée de vie. Qui aujourd'hui décommissionne une fonction qui ne sert pas? On n'a jamais le temps de le faire. Et pourtant, on va se taper de la maintenance, on va prendre le risque qu'un utilisateur l'utilise quand même et que ça foute la grouille parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'en sert plus. On va faire tourner les tests unitaires tout le temps parce qu'on ne peut pas mettre en prod un truc qu'on n'a pas testé, ça, on est bien d'accord. Donc, on va à chaque fois se dire, peut-être que simplement se dire, ce truc ne sert plus, on l'enlève, c'est un réflexe qu'on n'a jamais en informatique, en fait. Et pourtant, c'est simple, et pourtant, en faisant ça, on aura juste bien fait notre boulot, on aura juste économisé de l'argent à la boîte dans le futur, et finalement, on aura fait un truc hyper vertueux. Ça sera moins lourd, ça aura moins de risque de casse, ça ira plus vite, etc. Je dimensionne juste, ça c'est très important. Là, pour le coup, tous ceux qui ont vraiment exploré la partie hardware insistent beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, une machine qui tourne à vide, elle consomme quasiment autant d'énergie qu'une machine qui tourne à plein. Alors, c'est pas vrai si on a des GPU, dont acte, mais tous les serveurs standards, c'est le cas. Quand ils tournent à 30% de puissance, ils consomment autant que quand ils tournent à 80. Alors, d'autant plus, pour le coup, là, avantage au SSD qu'il y a de moins en moins de changements de consommation liés au changement des usages. Et donc, ça veut dire qu'on a intérêt à tasser. On a intérêt à tasser. Je veux dire, si vos serveurs ils sont pas à 80%, surtout aujourd'hui qu'on a l'IAC, qu'on est capable de faire en sorte d'avoir des infrastructures à la demande, si vos machines ne tournent pas à 80%, bah, c'est du gâchis. Et c'est vraiment du gâchis. C'est du gâchis de ressources et c'est du gâchis d'énergie. Et le dernier point, et ça c'est un truc que je vous incite vraiment à pratiquer, surtout dans vos rituels, dans les rituels qui vont rythmer, on y viendra après sur ce qu'on peut faire dans nos rituels, c'est se réancrer dans le physique. Je prenais cet exemple tout à l'heure de se dire, ben, mes batchs, je les fais tourner où? Alors évidemment, il faut pouvoir bouger les données et tout ça. Je n'ai pas dit que tout était simple, hein, mais globalement, de se dire, mon batch, je le fais tourner où ou quand? Un exemple concret, dimanche dernier, le prix de l'électricité était négatif. Ce qui veut dire que son coût d'énergie, que son CO2 était très faible aussi, hein. Il y a tellement d'énergie renouvelable aujourd'hui qui commence à être produite un peu partout en Europe que ça commence à perturber les réseaux et qu'on n'arrive plus à se débarrasser de cette énergie-là. Donc, voilà, le prix spot du mégawatt, il était à moins 400 €, je crois, un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y avait des tas de gens qui produisaient de l'électricité qui ne savaient pas quoi en faire. Et ben, on n'a qu'à l'utiliser à ce moment-là, plutôt que de faire tourner nos batchs la nuit. Waouh, tu es en train de dire qu'il vaut mieux faire tourner les batchs de jour que la nuit? Exactement. Peut-être que c'est comme ça qu'il faudra qu'on raisonne dans l'avenir. Voilà, donc voilà, c'est une idée, hein, mais en tout cas, si vous entraînez une IA, avant de vous dire je vais entraîner l'IA demain, ça peut valoir le coup de se dire il fait quel temps demain? C'est con, hein, mais ça peut faire gagner des dizaines et des dizaines de kilos de CO2. Et pour le coup, c'est pas très compliqué à faire, hein. On n'est pas dans des gestes complexes. Une qualification énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un site que j'adore, que j'ai mis le lien plus loin, qui s'appelle lowtech.com, solar.lowtech.com. Les mecs, ils font tourner leur site web avec une batterie et de l'énergie solaire. Wow. Donc, voilà, eux, quand ils font une mise à jour du noyau, eh ben, ils ont tout de suite le résultat. Il y a des commentaires sur leur site. Alors là, on est dans l'extrême, hein, je ne dis pas qu'il fallait vers le low-tech, mais eux, bah, à chaque mise en prod, ils mesurent
et ils se disent ah ouais, tiens, le noyau Linux, là, il a augmenté de 20% sa consommation. Merde, moi qui me suis mis en risque par rapport à ma consommation, peut-être que cette nuit, ma batterie va pas tenir, quoi. On n'a pas tous besoin d'en arriver jusque-là, mais simplement de se dire, à service égal, est-ce que je suis en train d'augmenter mes consommations de matière et de ressources? C'est juste un geste de bon sens. Hein. C'est pas, voilà, c'est quelque chose qui peut être fait et qui peut être discuté si on est à la prod avec les équipes études. Et aujourd'hui, on aura de plus en plus de gens qui vont l'entendre et dire ouais, t'as raison, c'est pas normal, je fais la même chose. Est-ce que vraiment j'ai besoin de consommer plus? Donc, à entraîner mes modèles, j'en ai parlé. Un point important, c'est la compensation. Aujourd'hui, tous les fournisseurs cloud vous disent qu'ils compensent. Mais compenser, ça veut dire consommer quand même. Hein. Je ramène ça sur le point numéro 2 de mémoire des 3 points clés que je vous disais, c'est le mégawatt que vous économisez, c'est le dernier produit. C'est-à-dire quand je dis que je compense, finalement, j'ai beau pouvoir me dire mon électricité à moi, elle est propre. Ailleurs dans le monde, quelqu'un va peut-être devoir consommer un mégawatt carboné parce que lui, il n'aura pas le choix en fait. Alors que si j'ai moins consommé, bah finalement, c'est ce mégawatt carboné-là qui n'aura pas été consommé. Donc, il ne faut jamais penser qu'en compensant, j'ai vraiment un impact. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est toujours bien de se dire tout le monde ensemble cherche des solutions. Mais la meilleure solution, ça reste de ne pas consommer l'énergie. Donc, c'est pour ça que des trucs aussi bêtes que se faire une recette énergétique une fois par an dans le data center en se disant et pourquoi ça a augmenté, je fais la même chose. L'application web entre, je sais pas, la version 16 et la version 17, elle a augmenté ses consommations, d'où ça peut venir. C'est quelque chose qui est à notre portée. En plus, même les outils aujourd'hui d'observabilité, ils commencent à y aller. Hein. Il commence à y avoir des plugins dans tous les outils d'observabilité qui permettent de faire ça. Et le dernier point, j'en ai parlé, c'est Mikasa et Stukasa. Vive la mutualisation. À chaque fois que vous mutualisez, ça veut dire que vous allez augmenter l'usage d'un équipement. Et ça, c'est vraiment, on l'a vu à la création des équipements, qu'on consomme de l'énergie. Donc, vous allez gagner. Et si vous augmentez son taux d'usage, c'est pareil, vous n'allez pas consommer plus et vous allez en faire plus. Donc là aussi, c'est super important. Du coup, toutes les technologies de virtualisation, ça veut dire que dans votre, enfin, je prends des exemples sur la prod, là, mais on va parler après de ce qui peut être plus les product owners, etc. Mais ça veut dire que, par exemple, toutes les technologies de virtualisation, c'est un vrai critère, pour le coup, sur lequel on peut penser que du bien en termes de performance environnementale, parce que ça banalise vos matériels. Vous n'avez plus besoin d'avoir une sonde réseau, un firewall, un machin, un truc. Non, la virtualisation du réseau fait que vous faites tourner ça sur des processeurs banalisés. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, encore une fois, message d'espoir quand même. Hein. Les technologies récentes qu'on a, c'est des technologies qui nous permettent vraiment d'avoir des leviers puissants pour diminuer nos consommations énergétiques et de matière. Pardon, IAC, c'est infrastructure as code. C'est effectivement le fait, c'est ce qu'on fait classiquement hein, quand on fait un déploiement en utilisant Docker Compose ou ces trucs-là, et voir tout ce qui est scripté hein, sur toute la création. Alors ça, c'était un peu les grands principes. Maintenant, les outils. Je vois que je déborde, je vais essayer d'aller vite, mais je sais pas si j'espère que la presse sera accessible. Alors, un point important, c'est que dans nos méthodes, on a tout en fait. Les processus agiles, ils sont faits pour faire de l'optimisation. Qu'est-ce qui empêche dans la rétrospective de se faire une rétrospective où on aura mesuré le poids de ses pages, la taille de ses bases de données, l'ancienneté de ses bases, etc., pour en faire un geste environnemental. En fait, tout le clean-up, tout ce qu'on doit faire au quotidien, c'est des gestes qui ont un vrai poids et qu'aujourd'hui on néglige parce qu'on se dit j'ai pas le temps. Peut-être qu'en leur donnant une dimension complémentaire environnementale, on peut trouver le temps. La définition de mon MVP, de ce que je dois faire et de ce que je devrais faire, peut intégrer des critères environnementaux. L'impact mapping, si on est côté UX, peut aussi intégrer ces critères-là, de se dire cette fonction, est-ce qu'elle apporte quelque chose? Est-ce qu'elle est suffisamment inclusive? On peut aussi rajouter ça dans nos actes de réflexion. Ça ne tient qu'à nous. Un outil hyper puissant aussi, c'est le Lean. Le Lean, dans l'industrie, ça a été fait pour chasser ce qu'on appelle les MUDA, hein, donc c'est-à-dire les gaspillages. C'est exactement ce qu'on a à faire là, hein, chercher à limiter les gaspillages. Donc éliminer les données, le code mort, les traitements longs, les frameworks inutiles, les fonctions inutilisées, les tests inutiles. Ça, c'est tout bête, mais réfléchissez à vos tests. Si vos tests, vous les faites dans chaque branche, voilà, plutôt que de les faire dans le main,
vous allez faire N fois vos tests. Et il y a des tests, c'est peut-être important, mais peut-être pas tous. Et ça vaut peut-être le coup de se dire qu'on va les centraliser dans une branche où on va les faire qu'une seule fois plutôt que de les répéter sur chaque branche. Ça crée d'autres problèmes de confiance, etc. Mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez discuter dans vos rituels et qui peuvent permettre effectivement de gagner à la fois du temps et de l'efficacité. Le FinOps est un grand ami aussi, évidemment. L'énergie va être de plus en plus chère. Nos amis de la RSE, encore que là, on est vraiment surtout sur des axes très, 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 très institutionnels. Mais en tout cas, on a beaucoup d'axes qui nous permettent de travailler là-dessus. Voilà, je vous ai mis quelques liens. Donc, l'éco-conception, je n'ai pas eu trop le temps de développer, j'en suis presque confus, mais c'est vraiment un axe que je vous incite à explorer. C'est-à-dire que le référentiel d'éco-conception du gouvernement est plutôt bien foutu. Il s'appuie sur des travaux qui avaient été initiés il y a longtemps par des pionniers du Green IT en France, et en particulier un monsieur qui s'appelle Frédéric Bordage, ce collectif a mis en œuvre 115 bonnes pratiques d'éco-conception. Je vous invite à aller les voir, vraiment, parce que vous allez voir, c'est tout simple en fait. C'est vraiment les principes de bon sens et qui permettent d'avoir des sites qui soient effectivement, enfin des applications qui soient de bien meilleure qualité. Les Américains se sont emparés vraiment fortement du sujet à travers la Green Software Foundation, qui est associée à la Open Software Foundation de mémoire, et qui commence à diffuser des patterns d'archi, par exemple, sur tout ce qui va concerner enfin, en tout cas, d'évaluer les patterns d'architecture à l'aune des pratiques green. Et il y a aujourd'hui toutes les entreprises européennes, françaises et européennes, qui sont en train de se rassembler derrière l'INR. Et il y a un référentiel de malade qui est en train d'émerger, qui s'appelle le GR491, où il y a 491 pratiques d'éco-conception. Là, c'est vraiment si vous êtes dans une entreprise qui a vraiment envie d'y aller à fond, mais c'est très, très bien. Au quotidien, vous avez des outils qui vous aident aussi. Mesurer le poids carbone des pages, alors c'est toujours discutable, ça dépend, comme je le disais, presque de l'heure du jour et de la nuit, mais néanmoins, il y a des outils qui vous permettent de vous évaluer, de vous donner l'équivalent d'un DPE pour les bâtiments sur vos pages. Ça peut être utilisé dans les phases de test, ça peut être même un argument promotionnel pour vos applications. Southworks, donc la boîte qui a fédéré une grande partie des agilistes de la première heure, dont Martin Fowler, a sorti un Cloud Carbon Footprint Calculator, un petit package à mettre sur ses serveurs pour pouvoir vérifier ce qu'ils consomment à l'instant T. Donc, si vous voulez rentrer dans des démarches de recettes éco-responsables, c'est simple, ça existe. Vous voulez tester votre code, vous voulez savoir si votre code répond à des bonnes pratiques. Pareil, il y a des gens qui l'ont fait. La Green Code Initiative, c'est un repository où il y a un plugin SonarCube qui vous permet d'aller vérifier si votre code il répond à ces pratiques et de vous proposer des corrections de la même façon que ce qui se passe sur n'importe quel plugin Sonar. Donc voilà, en cherchant un peu, il y a beaucoup de choses qui sont là. Quelques références pour progresser au quotidien. Donc, je vous ai dit l'Institut numérique responsable, la Green Software Foundation, greenit.fr. Et puis après, si vous voulez approfondir les problématiques plus sociétales des impacts du green, il y a aussi pas mal de choses qui existent. Le gouvernement français est très présent là-dessus. Pour le coup, je pense qu'on est un de ceux qui sont en pointe. L'ADEME, l'ARCEP ont vraiment fait des travaux assez fouillés et dont j'ai pas trouvé l'équivalent dans le monde anglo-saxon en tout cas. Dernière recommandation, il y a un livre qui est sorti cette année, qui a été écrit par des gens de Zenica, qui s'appelle Green IT, les clés pour des projets informatiques plus responsables, que j'ai trouvé vraiment, voilà, si vous voulez aller plus loin et avoir une bible de chevet sur votre, enfin une bible sur votre table de chevet pour vous dire tiens, demain je vais faire de Green IT, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment une lecture que je vous conseille. J'en ai terminé. Je ne sais pas si on a des questions. Merci beaucoup déjà, tous ces outils. Alors, j'ai pas dit grand-chose ces dernières minutes, mais j'écoute attentivement tous les outils que tu peux donner. En tout cas, j'en ai noté quelques-uns. Les liens seront disponibles pour tout le monde, évidemment. Je vais remettre Cassandra avec nous pour conclure. Oui. Et on va répondre aux dernières questions s'il y en a. Toi, tu as tout suivi, Cassandra, c'était bien? Oui, j'ai tout suivi, c'était bien. Et je suis allée chercher les références du coup. Je suis une bonne élève.
C'était super intéressant. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de faire l'éco-conception, mais du coup, pourquoi pas une partie 2? On y repensera, on en rediscutera du coup pour les personnes intéressées, peut-être un prochain webinar. En tout cas, merci beaucoup Frédéric pour ton intervention. Je t'en prie. C'était super intéressant, très très complet. Et Nick pour ton remplacement et ton animation, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé. Et mention spéciale à Damien qui... c'était cool, voilà. Parce que Mention c'était cool. spéciale à Damien qui du coup était quand même hyper présent. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. Bah, c'était super. Du coup, on termine, je pense. Et bah oui. Allez.